On va prendre la direction de l'un des fronts de cette guerre, aux côtés de l'une de nos équipes. Et on aura l'occasion d'évoquer bien évidemment cette situation du côté de Kharkiv, puisque Charline Hurel, Charlotte Lefetté et Sergueï Chestak se sont rendus à Kharkiv, deuxième ville du pays. On vous le rappelle, on ne cesse de le faire et depuis des semaines, cible quasi quotidienne de l'artillerie russe, avec des bombardements meurtriers qui ont aussi provoqué d'importantes coupures d'électricité. Est-ce que le moral de la population tient toujours ? Eh bien, vous allez le voir. Il y a quelques avis qui divergent un tout petit peu et qui commencent à se faire entendre, comme ont pu le découvrir Charlotte Lefetté et Charline Hurel. Alerte au raid aérien, les habitants restent impassibles. Et lorsque la sirène cesse, la ville vit au son des générateurs, électricité partiellement coupée après des frappes. Sur les panneaux, on lit « Kharkiv, invincible » malgré les bombardements quotidiens. Cet homme relève à peine la tête. La mort peut frapper à chaque instant dans la ville. Derrière cette fumée, l'institut de recherche vient d'être bombardé. Moi, j'étais dans mon bureau au 3e étage. Les fenêtres ont été soufflées. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais contre un mur. Encore sous le choc, Victor enchaîne les gestes automatiques. Larissa a le regard hagard. Elle se dirigeait vers le cimetière juste en face de la frappe. Il y a des moments où tu es distrait, tu ne penses pas à ça tout le temps. Et là, il y a des bombardements qui te le rappellent. Après, ta routine reprend et tu n'y penses plus jusqu'au prochain. De l'autre côté du quartier, passement de jambes et insouciance apparente, ces adolescents sont devenus indifférents au bombardement. On faisait une pause à ce moment-là. Ça tombe souvent, on est habitué. Il y a même des drones qui volent au-dessus de mon immeuble. Je n'ai pas peur du tout, je suis habitué. Mais peut-on vraiment s'habituer à l'épée de Damoclès suspendue en permanence ? J'ai peur pour ma famille. J'ai une petite sœur de 2 ans. Elle aussi a peur. En moyenne, une nouvelle sirène retentit 15 minutes après la fin de la précédente. Nous croisons ces deux amies, Nina, 70 ans, et Vera, 64 ans, imperturbables. On est habitué. Je m'en fiche. Même s'il y a un danger, on reste ici. Sincèrement, je pense qu'il faut négocier. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées. Il faut trouver une solution. Ce discours n'est pas majoritaire. Mais il y a un point commun. Tous tentent de redonner un peu de douceur à ce quotidien. Car même après le crépuscule, Kharkiv ne connaît aucun répit. Grand merci à Charline Hurel et Charlotte Lefetté. Merci également à l'ensemble de nos équipes sans qui ces émissions ne pourraient pas se dérouler. Je voudrais juste qu'on revienne quelques instants quand même sur cette femme. Comme le disait Charline, même si ce sentiment que cela s'arrête, qu'il faudra peut-être un jour négocier, bien il existe. En tout cas, aujourd'hui en Ukraine, certains peuvent, face à une caméra, le penser et surtout le dire. Et ça, c'est assez nouveau. Et oui, on peut le comprendre. C'est une démocratie déjà. On peut dire tout ce qu'on veut en Ukraine, contrairement à la Russie. Après, effectivement, les gens qui vivent dans le sujet de Charline est frappant parce que si jamais on enlève les sirènes, si on enlève le bruit, si on enlève son commentaire, on a l'impression que tout va bien quand on regarde ces images. Bon, évidemment, au fond, on voit un immeuble qui a été bombardé. Le bombardement, c'est un peu la loterie de la mort, c'est-à-dire qu'il vous tombe dessus, vous êtes touché par un éclat, vous êtes grièvement blessé ou vous mourrez. Mais la vie quotidienne continue. Mais dans une situation qui est extrêmement pesante et qui est nerveusement extrêmement fatigante. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. On s'habitue, on continue à vivre, on continue à travailler, mais c'est tout le temps. On y pense tout le temps quand même, contrairement à ce que disent les gens. Alors, qui est des habitants qui disait, pratiquement toutes les 15 minutes. C'est ça. La dame, elle dit... Il faudrait négocier, il faut trouver une solution. Je pense qu'il faut détacher les deux phrases. Négocier, pourquoi pas? Est-ce que c'est exactement dans les termes dont on parle souvent sur ces plateaux? Il faudrait le savoir, il faudrait lui demander. Trouver une solution, il faut que la guerre s'arrête. Parce qu'effectivement, quand on est un civil dans une guerre, quand il y a des enfants, quand il y a des personnes âgées, tout ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête. Ça ne nous dit pas de quelle manière ces gens-là souhaitent que cela s'arrête.
On va justement se diriger vers cette situation de Kharkiv, puisque vous nous avez rejoint, Laura. Et c'est vrai que Kharkiv est vraiment la cible de toute notre attention depuis 2 semaines. Visiblement, il y en a un qui est très inquiet sur cette situation à Kharkiv et Soumy, c'est le numéro 2 du renseignement ukrainien. Il alerte la Russie, dit-il aujourd'hui dans The Economist, se préparer à un assaut autour des régions de Kharkiv et de Soumy. Swan, dans cette partie nord-est de l'Ukraine que vous voyez sur ma carte, loin du Donbass, où se tiennent actuellement l'essentiel des combats. La preuve, selon Vadim Skibitsky, c'est que le groupement nord de la Russie, basé dans cet oblast frontalier de Belgorod, est en cours de renforcement. Il comptera actuellement 35 000 soldats et devrait atteindre 50 000, 70 000 hommes, auxquels il faut ajouter une division de réserve en cours de préparation dans le centre du pays, soit entre 15 et 20 000 hommes qui pourraient ensuite rejoindre les bordures de l'Ukraine. Une alerte qui rejoint celle faite dimanche par le chef de l'armée ukrainienne Oleksandr Syrski sur son compte Telegram. Il y affirmait surveiller un regroupement de troupes ennemies en direction de Kharkiv, a priori toujours dans ce même oblast de Belgorod. D'après le renseignement ukrainien, l'offensive en question pourrait avoir lieu à partir de la fin du mois de mai, début du mois de juin. Alors, il y a cette ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, symbole. Est-ce que l'on peut aujourd'hui dire que, si ça reste une priorité des Russes, en tout cas, ils passeront à l'offensive contre cette ville ? Oui, mais Christophe, selon Vadim Skibitsky, le regroupement en cours n'est pas suffisant pour prendre la ville, pour prendre une grande ville tout court. Un jugement, écrit The Economist, partagé par les responsables militaires occidentaux. Ce qui ne le rend pas non plus très optimiste, Vadim Skibitsky, je le cite, une opération rapide pour entrer et sortir, peut-être, mais une opération pour prendre Kharkiv ou même la ville de Soumy est d'un autre ordre. Les Russes le savent et nous le savons. Quoi qu'il en soit, des jours sombres s'annoncent pour Kharkiv. Des jours sombres que Kharkiv a déjà connus, puisque, rappelez-vous, elle a été dès le début de la guerre une cible très convoitée par Moscou. En février 2022, les Russes étaient parvenus à avancer jusqu'aux portes de la ville. Ce sont des véhicules russes que vous voyez sur cette photo, avant d'en être repoussés par les Ukrainiens. Depuis quelques semaines, vous l'avez vu dans le reportage de Charlie Nurel, elle est à nouveau harcelée par les bombardements. Et c'est aussi un indice, ces bombardements, de la volonté des Russes d'y mener une potentielle offensive. Comme me l'a expliqué tout à l'heure le colonel Pierre de Jong, il y a 2 possibilités. Soit ils veulent entrer dans la ville, et alors les bombardements permettent de préparer le terrain en détruisant les axes routiers avant d'engager l'infanterie qui progresse mieux dans les ruines. Soit ils choisissent de la contourner, la jugeant trop difficile à prendre. Et là aussi, les bombardements servent, mais à altérer le moral de la population en vue d'une éventuelle reddition. Merci beaucoup, Laura. Colonel Goya, on a assez dit sur ce plateau que visiblement ça se passerait, enfin beaucoup d'experts ont dit que visiblement ça se passerait pas forcément là et que de toute façon ils n'en avaient pas les moyens. Là, il y a beaucoup de déclarations des officiels qui voient cet assaut-là. Alors ma première question c'est, est-ce qu'ils y croient vraiment? Et que cherchent à faire justement ces Russes? On avait tout à l'heure le général Chauvency sur ce plateau qui nous disait, pour l'instant il y a un regroupement du côté de Kupiansk, peut-être qu'ils vont chercher à faire partir la population, faire pression pour que justement cette population, au bout d'un moment, comme cette dame, il va falloir trouver une solution, peut-être songer à partir et que justement ils arrivent à vider la ville comme ça. Oui, alors, ce qu'on constate, d'abord, il faut rappeler effectivement que Soumy, Kharkiv ont fait l'objet d'une attaque de la plus puissante armée russe du moment, qui était la première armée blindée de la garde, que cette attaque a complètement échoué. Soumy, ils n'ont même pas réussi à pénétrer à l'intérieur. Kharkiv, ils ont pénétré 1/3 de la ville, puis ils ont été refoulés assez vite. Puis après, l'armée a été réorientée vers Kiev, où ça a été aussi assez désastreux. Mais la leçon que les Russes en ont tirée, en tout cas, c'est qu'il fallait beaucoup de moyens pour vraiment s'emparer de ces villes, surtout que maintenant, elles sont en réalité mieux défendues maintenant qu'elles l'étaient par surprise en février de 2022. Ce qu'on constate sur le terrain, et ça c'est une des difficultés des opérations militaires modernes, c'est qu'on les voit venir. C'est-à-dire qu'il est difficile de masquer une offensive de grande ampleur. On voit des déplacements de troupes, etc. Alors qu'il y ait 50 000 soldats russes dans la région, en soi, c'est pas étonnant. Il y a des dépôts logistiques, il y a tout un tas de choses, il y a de la défense antiaérienne, etc. Ce qu'il faut voir, c'est véritablement les unités de combat, les brigades, les régiments, les armées, les états-majors d'armée. Il faut un état-major d'armée pour au moins un pour organiser une opération offensive. Or, pour l'instant, on ne le voit pas. On le voit pas. Ils sont tous, il y en a 12 qui sont actifs et ils sont tous actuellement en Ukraine. Il n'y en a qu'un qui est en Russie, qui est effectivement pas très loin, qui pourrait être déplacé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, il n'y a pas on ne voit pas les préparatifs d'une offensive de grande ampleur dans la région. Et il faudra des semaines et peut-être des mois en réalité
pour pouvoir l'organiser correctement, avec peut-être 100 000 soldats qu'il faudra ramener de quelque part, ou peut-être retirer du front ukrainien pour les déplacer là. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Quant à l'opération de bombardement, en fait, militaire, tactiquement, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que font les Russes, ils vont pas. C'est pas assez massif, on va le dire comme ça, pour avoir un effet militaire sur le terrain. Ça ne va pas réduire les défenses autour de Kharkiv. C'est trop ponctuel. Vous avez, c'est pas parce que vous avez une attaque, un bombardement toutes les 15 minutes que vous allez entamer véritablement la défense. En revanche, oui, ça introduit un stress permanent dans la ville, alors, avec peut-être pour objet de faire partir la population, ce qui faciliterait peut-être les opérations ultérieures. Je voudrais qu'on revienne sur un chiffre qui a été avancé par le chef des forces terrestres ukrainiennes. 513 000 militaires russes sur le sol ukrainien. Ça paraît tout à fait crédible. Ça veut aussi dire que Moscou n'a pas trop de difficultés pour repeupler ses armées. Et on sait, on parlera tout à l'heure d'une autre ville, chez Siviar, qui est dans le collimateur de Poutine, mais ça veut dire que les Russes ne lâcheront pas. Alors, 100 000 soldats supplémentaires. La ville, la deuxième ville du pays, pourquoi pas? On verra le temps que ça prendra, mais 500 000 soldats. Est-ce qu'on s'est trompé en disant, depuis des mois et des mois, voire des années, que dure cette guerre, que la Russie n'aura pas les moyens de mener cette guerre? Non, il faut toujours se garder de toute lucidité rétrospective. Ce qui est clair, c'est que ce chiffre, cette estimation est considérée comme crédible par les services occidentaux, mais qu'au-delà de la masse impressionnante du demi-million, il faut porter un regard analytique et qualitatif. C'est-à-dire que entre le combattant de troupes aéroportées aguerries, qui est passé par la Syrie, peut-être fils d'un ancien combattant de l'Afghanistan, etc., et le type qu'on va chercher parce qu'il est caucasien et qu'il souhaite avoir un statut légal confirmé, qu'il a besoin de faire vivre sa famille, etc., mais qui va à reculons et sans aucune expertise dans l'art de la guerre, vous avez une différence abyssale. Donc encore une fois, les chiffres sont impressionnants, il faut un peu affiner le regard. Moi, ce qui me paraît clair, et d'ailleurs ça a été relayé par Avril Haines, vous savez, la directrice du renseignement qui en fait coordonne un peu les travaux de 18-19 agences de renseignement américaines. Elle disait récemment que, à l'évidence, on en est toujours à l'ambition russe de effectivement saper le moral et des civils et des combattants pour conduire Kiev à consentir à entrer dans un cycle de négociation et évidemment dans une position défavorable. Ceci renvoie effectivement au témoignage de Charline et Charlotte avec ces deux vieilles femmes assises sur le banc. Donc ça, c'est le pari. Dès lors que le blitzkrieg initial a viré au fiasco, eh bien, la deuxième, je dirais, stratégie russe, c'est vraiment ce qu'on appelle l'attrition dans le jargon militaire, c'est-à-dire l'usure, mais pas seulement l'usure du matériel, des militaires et des civils. Et j'ajoute pour terminer que ceci s'accompagne d'un gros effort qui a été repéré par les experts en la matière sur le front informationnel, avec une tentative de délégitimation du président Zelensky, dont le mandat théorique, en tant que président de la République d'Ukraine, doit se terminer aux alentours du 20 mai. François Stom, il y a cette déclaration de Vadim Skibitsky et il y a celle aussi du patron de l'armée de terre ukrainienne, Alexander Pavlouk, qui a accordé ce matin une interview au Times. Que dit-il? Il dit en quelque sorte, ce rouleau compresseur, on le savait, mais on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Et là, c'est vrai, on nous parle encore de 100 000 hommes supplémentaires qui viendraient. Et il dit, nous sommes rendus compte que les Russes ne comptaient pas leurs morts. Jusqu'à présent, les cercueils des soldats retournent pour la plupart dans les provinces et leurs morts n'affectent pas l'opinion publique russe. Et il pense qu'on s'est un peu trompé sur la situation. C'est-à-dire, à un moment, ça va s'arrêter et finalement, non. Oui, c'est vrai qu'on s'est trompé sur la situation, un peu faute de connaître l'histoire de la Russie, qui a toujours fait preuve d'une extraordinaire obstination dans la poursuite de ses objectifs. Les Russes ont toujours été acharnés à parvenir à leur fin. Et ils prennent leur temps, ils ont une tactique d'usure diplomatique aussi, usure militaire.
Et puis là, en ce moment, leur but est évident. La propagande russe ne cesse de le clamer à la télévision russe. C'est de transformer l'Ukraine en ce qu'ils appellent une zone sanitaire, c'est-à-dire une zone invivable, où les hôpitaux sont détruits, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, etc. Ce qui force les gens à partir. Et c'est ça leur but actuel. C'est de rendre l'Ukraine invivable, tout simplement, pour ses habitants, la vider et s'en emparer de cette manière.